Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus à l'écoute d'RFI, Radio France Internationale, en direct de Paris, il est 17h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. 16h en temps universel. Dans l'actualité internationale de ce vendredi 20 février, ce revers majeur pour la politique économique de Donald Trump. La justice vient d'annuler les droits de douane imposés à de très nombreux pays par le président américain. C'est ce que nous verrons dans un instant avec Nathanaël Vitran. Nous reviendrons aussi dans cette édition sur le conseil de paix voulu par Donald Trump. Pour le Hamas, l'avenir de Gaza doit commencer par l'arrêt total de l'agression israélienne. Un tremblement de terre en Afghanistan, des secousses ont été ressenties jusqu'à Kaboul, la capitale. Et puis enfin en France, une marche est prévue demain à Lyon en hommage à Quentin de Ranc. Un rassemblement sous très haute surveillance. C'était l'une de ses menaces favorites, augmenter les droits de douane, augmenter le prix à payer pour faire entrer des produits aux États-Unis. La justice américaine vient de donner tort à Donald Trump. La Cour suprême annule une grande partie des droits de douane imposés à de très nombreux pays par le président américain. Nathanaël Vitran, bonjour. Bonjour. La plus haute juridiction du pays estime que Donald Trump, l'actuel président, a outrepassé ses pouvoirs. Oui, parce que d'après la Constitution des États-Unis, la politique commerciale et tarifaire est du ressort du Congrès et non de la Maison-Blanche. Donald Trump avait choisi de contourner cet obstacle en invoquant une loi d'urgence économique internationale qui datait de 1977 pour imposer à tous les pays du monde de nouveaux droits de douane, calculés de manière fantaisiste, loufoque et censés refléter, selon le président américain, les barrières douanières imposées par ces pays aux produits fabriqués aux États-Unis. C'est ce qu'il appelait donc des droits de douane réciproques. Saisis par une dizaine d'États, dont la Californie, des entreprises américaines, un tribunal de commerce avait jugé ces nouvelles taxes illégales, jugement confirmé à l'automne dernier par une cour fédérale, avant donc cette décision très attendue de la Cour suprême. Alors après l'annonce de cette information, Nathanaël, sait-on ce qui va se passer à présent ? C'est la grande question. La situation est pour le moins inédite. Il faut préciser déjà que cela ne remet pas en cause tous les droits de douane imposés par Donald Trump en 2025, mais uniquement ceux appliqués de manière indiscriminée à tous les pays. Alors, les taxes sur l'acier, sur l'aluminium, sur l'automobile par exemple, ne sont pas concernées par cette décision. Mais les sommes en jeu restent considérables, jusqu'à 175 milliards de dollars d'après certaines estimations. Une somme que le Trésor américain pourrait être amené à rembourser aux entreprises. Du côté des partenaires des États-Unis, on reste prudent. L'Union européenne prend note quant au président de la Chambre du commerce du Canada, l'un des pays les plus affectés. Il estime que ce n'est certainement pas la fin de l'histoire. Et enfin, Donald Trump, le président américain, n'a toujours pas réagi après l'annonce de l'annulation de ses droits de douane. Merci Nathanaël Vitran. Au lendemain de la première réunion du Conseil de paix voulue et pensée par Donald Trump, la réaction du Hamas ce vendredi. Tout arrangement sur Gaza doit commencer par l'arrêt total de l'agression israélienne dans la bande de Gaza. C'est ce qu'a indiqué aujourd'hui le mouvement islamiste armé palestinien dans un communiqué. Pourtant, c'est une toute autre trajectoire qui a été esquissée, pensée hier à Washington par le président américain et ses pays amis. Nicolas Falaise, bonjour. Bonjour. La réunion inaugurale, la première réunion du Conseil de paix, a permis hier d'en savoir un peu plus sur ce qu'est la force internationale de stabilisation censée se déployer à Gaza. Oui, avec une liste de 5 pays prêts à envoyer des soldats pour cette force internationale de stabilisation. Ces 5 pays sont l'Indonésie, le Kazakhstan, le Maroc, l'Albanie et le Kosovo. 8000 soldats pour l'Indonésie. Les autres pays n'ont pas donné de chiffres, alors que le but est d'atteindre un total de 20 000 soldats. C'est le général américain Jasper Jeffers qui commandera la future force internationale. Il a pris la parole hier devant le Conseil de la paix de Donald Trump pour annoncer que des préparatifs sont déjà en cours sur le terrain.
Depuis quelques mois, nous avons une équipe d'experts militaires américains sur le terrain qui prépare les infrastructures pour la Force internationale de stabilisation. Cette équipe travaille déjà à partir d'un centre d'opération conjoint qui deviendra le quartier général de la force. Notre plan est de déployer la force dans 5 secteurs avec une brigade dans chaque secteur. Voilà pour les annonces. Restent les questions, à commencer par la question cruciale du désarmement du Hamas. Quel peut être le rôle opérationnel de la force internationale pour ce désarmement que le Hamas refuse ? Pour le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, il n'y aura pas de reconstruction sans démilitarisation de la bande de Gaza. Merci Nicolas Falaise. Rappelons que les bombardements israéliens sur la bande de Gaza depuis maintenant 2 ans et demi ont tué plus de 71 000 personnes, en majorité des civils, des hommes, femmes et enfants qui n'ont rien à voir avec la guerre. Cette semaine, une étude du journal scientifique The Lancet indique que ce chiffre pourrait être fortement sous-évalué. Le bilan inclut 600 Palestiniens tués par l'armée israélienne après le cessez-le-feu entré en vigueur en octobre dernier. RFI à Paris, 17h06. L'Ukraine, mardi prochain, le 24 février. Cela fera 4 ans que la Russie a commencé à attaquer l'Ukraine. Le président français, Emmanuel Macron, et le Premier ministre britannique, Keir Starmer, annoncent une réunion ce jour-là. Mardi prochain, la coalition des volontaires, 35 pays vont à nouveau se réunir pour essayer de garantir une paix durable pour l'Ukraine et l'Europe, indique le président français. Ce tremblement de terre en Afghanistan, un fort séisme a touché l'est du pays d'une magnitude de 5,8. Les secousses ont été ressenties jusqu'à Kaboul, la capitale, mais aussi jusque dans la province de Kandahar. Aucune information sur d'éventuelles victimes n'est disponible à l'heure actuelle. Le journal en français facile. La mort de Quentin Derenque en France fait réagir jusqu'aux États-Unis. L'administration de Donald Trump dénonce il y a quelques instants la violence politique d'extrême gauche en France, appelant à traduire les responsables en justice. Demain, une semaine après la mort de Quentin Derenque, une manifestation en hommage au jeune homme est prévue à Lyon. Rassemblement autorisé par le ministre de l'Intérieur. Laurent Nunez précise qu'un dispositif policier extrêmement important sera déployé. Dans ce contexte très tendu, la famille de la victime ne s'associe pas à cet événement, tout comme le Rassemblement national. Raphaël Delvolvé, bonjour. Bonjour. Une manière pour Jordan Bardella, actuel président du RN et potentiel candidat à l'élection présidentielle, en quelque sorte de continuer sa dédiabolisation. Autrement dit, il cherche toujours et encore à normaliser le Rassemblement national ? Oui, et pour cela, évidemment, il ne faut surtout pas lier le parti à de possibles débordements. Et Jordan Bardella a donc décidé d'adresser une lettre aux personnalités les plus importantes du Rassemblement national pour les appeler à la prudence. Il s'est expliqué ce matin lors d'un déplacement dans le cadre de la campagne des élections municipales. J'ai évidemment appelé le Rassemblement national à la prudence à partir du moment où nous n'avons pas d'informations sur les organisateurs de cet événement. Beaucoup de prudence donc de Jordan Bardella, surtout que la semaine dernière, des élus de son parti ont participé à un premier hommage organisé à Paris par un groupe identitaire d'extrême droite appelé les Natifs. Jordan Bardella réaffirme là la doctrine du parti qui a été lancée il y a plusieurs années. Le RN ne participe qu'aux manifestations organisées par lui-même et surtout s'éloigne le plus possible de groupes à la réputation sulfureuse. Au moment où la France insoumise est dans la tourmente, la stratégie de normalisation s'accélère. Je m'éloignerais si j'avais une proximité à l'égard de telle ou telle mouvance. Or, nous n'avons aucun lien avec des groupuscules violents. Nous les avons toujours combattus. Le président du Rassemblement national se pose même en défenseur de la démocratie. Il faut bannir tout ce qui prône de près ou de loin la violence en politique et je crois que le Rassemblement national est aujourd'hui le meilleur bouclier républicain pour protéger le débat démocratique de cette flambée des violences. Pas de surprise donc dans cette position du Rassemblement national, d'autant que l'appel à manifester à Lyon ce samedi, lancé par une amie du militant tué, est relayé par des groupes d'ultra-droite français mais aussi européens. Raphaël Delvolvé dans votre journal en français facile.